Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en cette matinée du 11 février 2022. Il est 9 heures et nous resterons ensemble jusqu'à 10h30 ce matin en compagnie du docteur Fethi Benachnou. Dans la rubrique santé, nous allons nous intéresser à une maladie, la maladie du siècle qui touche principalement les hommes. Il s'agit de la prostate. Nous nous intéresserons également ce matin à la prise en charge, à la formation des étudiants, des salariés au métier du management puisqu'un projet a été lancé. Il s'agit du projet Caravane Crète qui prend en charge justement la formation en matière du management, particulièrement pour les régions les plus reculées. Également, nous nous intéresserons ce matin à la pêche artisanale, mais surtout comment promouvoir cette activité économique et assurer donc la durabilité des activités de la pêche. Kezan Chal sera parmi nous ce matin. Elle reviendra encore une fois sur l'actualité associative de la semaine. Nous terminerons l'émission en compagnie donc de coach, d'un centre de loisirs qui nous vient de Tizi Ouzou ainsi que des stagiaires, puisque c'est un projet également qui est lancé au profit des jeunes afin de leur apprendre les métiers de l'animation. Voilà pour le programme de cette matinée, mais avant de commencer, comme d'habitude, ce sera les nouvelles du ciel et Mina Abed est déjà en place. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et elle est là, Mina Abed. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça Pourquoi va. ce petit bonjour comme ça, tout timide? Non, parce que je suis éblouie par le rouge. J'avais envie de dire un truc, mais je peux pas. Tu me diras plus tard? Ouais, parce que ça fera de la pub, c'est pas possible. Ah, ça fera de la pub pour moi ou Non. pour le rouge? Pour quelque chose. Pour quelque chose, d'accord. Alors tu me diras Je te plus le tard. dirai après. Tu me le diras plus tard. Alors on Ça a m'est parti. venu là tout de suite. Voilà, C'est on a l'inspiration du jour. Tu sais que le plateau de Bonjour d'Algérie m'a beaucoup manqué. Oui. Tu nous as beaucoup manqué. Tu m'as beaucoup manqué et nos téléspectateurs aussi. Grave, je te jure. C'est pas possible. S'il vous plaît, voilà. Non. Même si elle est malade, elle reste. Hein. Non. Je me repose, tu vois, c'est Non, un bon tu te recul reposes. pour mieux sauter. Tu te reposes pas. Voilà, tu vois, je me suis même Si pas... moi je me repose, tu te reposes. Si je me repose pas, tu te reposes pas. C'est comme ça. C'est la Voilà, vie, c'est comme à ça. vos C'est ordres, injuste. chef. Ça va être comme ça dorénavant. Voilà, s'il te plaît. À vos ordres, chef. C'est parfait. Mina, Oui, tu vas nous annoncer des éclaircies ou là on va te gâter par la pluie. la pluie. On va te... Non. Non, c'est non. Alors Faudra pourquoi je attendre. pose cette question? Non. Pourquoi Oui. je pose cette question? D'accord. En venant ce matin, Oui. il faut dire que c'était très brumeux. Oui. Voilà. Ah, c'était pas Humide aussi. C'était très humide, il y avait de la brume et je me disais peut-être que Mina Abed nous annoncera de la pluie aujourd'hui. Eh ben non, pas pour aujourd'hui. Pas pour aujourd'hui. Faudra attendre quelques jours. Quelques jours. Pour l'avoir. Inch'Allah. Peut-être dimanche, lundi à peu près. Un petit peu de pluie, on l'espère. D'accord. Alors ça va s'éclaircir d'ici midi? Oui, finalement. Oui, un petit peu de nuages. Un petit peu Un de petit nuages. peu couvert. Voilà, hein, mais c'était comme un couvert ce matin. Hein, Oui, couvert, non, mais brumeux, humide. c'est pas grand chose, hein, pas grand chose. Oui. Non. Bah, j'imagine que ça s'est dissipé entre temps. Peut-être. Peut-être. Je Donc, suis pas d'ici midi. ressortie, mais... Oui, on n'est pas ressorti, effectivement. On n'est pas ressorti. Donc mais d'ici c'est midi, possible. ça va s'éclaircir? Oui, ça va s'éclaircir. D'accord. par Tu es rapport toujours à aussi ce matin. généreuse depuis? J'essaie, hein, j'essaie. Je suis en négociation avec la pluie. Ah, d'accord. Voilà. D'accord, Peut-être donc- dans quelques jours. On Peut-être dans l'espère. quelques jours, Inch'Allah. On l'espère. Hein. On l'espère. On On l'espère et on en c'est- a besoin. Là, on a besoin Exactement. déjà, particulièrement par l'agriculture, Tout à fait. n'est-ce pas? Pas que. Pas que. Pas que. Oui. L'été Les approche, barrages. voilà. Il Les faut remplir les barrages. barrages. Oui. L'agriculture, Tout à fait. voilà. Mais sinon, en attendant d'avoir la pluie, tu nous annonces des éclaircies pour aujourd'hui? Oui. Allez, vas-y. Merci. De rien. Généreusement. T'as oublié de le dire. Généreusement. Ça m'avait posé la question si tu étais Oui, toujours non, mais aussi si tu le dis généreuse. pas juste avant mon D'accord. truc. Alors, je c'est- reprends. Voilà. Tu nous annonces des éclaircies généreusement aujourd'hui, Mina? Ah oui, merci. Ah bah vas-y, Je commence. vas-y. Merci. À toi. Bonjour à tous. Excellent réveil. Effectivement, des éclaircies, un taux d'humidité pour ce matin qui dépasse les 60% sur l'ensemble des régions côtières. Beaucoup de brume sur les régions côtières ainsi que sur les régions intérieures. On notera des passages nuageux, un ciel même parfois couvert hein, vers l'ouest du pays avec quelques pluies, mais seulement à l'ouest-nord sur les régions côtières. Des passages nuageux en journée sur le centre, un ciel voilé vers la partie est, sur les régions sahariennes, on notera un ciel dégagé, sur le nord Sahara, les oasis, c'est le Sahara oriental, des nuages sur le sud-ouest et la Saoura.
Les températures de cet après-midi, eh bien, on sera sur la moitié nord, un minimum de 12 degrés. À Al Bayed Naama, on sera à 13 degrés. Djelfa, 17 degrés. À Alger, Tizi Ouzou, on sera à 16. À Naba, 14 degrés. À Oran, 16 du côté de Ghardaïa, 17 Hassim Saoud, Bachar, 26 degrés du côté de Tindouf, 22 degrés à Adrar, 23 Insalah, et enfin 29 degrés, ça sera la maximale à Bordeaux, Mokhtar et Ingezam. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer calme à peu agitée sur l'ensemble des régions côtières. Et puis, les vents varieront entre 30 et 50 km/h. Place tout de suite à l'Afrique pour aujourd'hui. Eh bien, un ciel dégagé à N'Djamena, Niamey, Khartoum, un ciel peu nuageux au Caire. Côté Mercure, on notera 17 degrés à Tripoli, 21 degrés au Caire, 30 degrés à Khartoum, 33 à N'Djamena et enfin 36 degrés à Niamey. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, c'était les nouvelles du ciel. Donc finalement, quelques pluies quand même à l'ouest, hein, donc ça va venir. Possible, oui, c'est pour ça que je t'ai dit, il faudra attendre quelques jours, on espère. Peut-être même demain, pourquoi pas, on verra. Probablement, on verra. Donc d'ici ce soir, peut-être pour le 19h ou demain. Je l'espère. On aura plus de détails. Plus de détails, tout à fait. Plus de détails à midi et 19h. Voilà, d'autant plus que nous en avons besoin. D'autant plus, tu sais, aujourd'hui, on va parler d'aquaculture, on va parler de pêche. Et comme nous avons besoin aussi de remplir les barrages, parce que même au niveau des barrages, il y a de l'aquaculture. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Mina. Mina, on se Merci, retrouve tout à l'heure après journée visite du midi. Oui. Toujours aussi généreuse. Toujours. Voilà. Et puis 19h. Voilà, en espérant qu'il y ait de la pluie. En espérant qu'il y ait de la pluie. Puis demain, à partir de 9h. Oui. Et avec très très avec grand plaisir. Merci beaucoup, Mina. Merci, Noël. Allez, à tout à l'heure. Je t'attends tout à l'heure pour me dire ce que tu voulais me dire. Hein. D'accord. Ça. Mais j'espère pas que je vais pas oublier. Non, certainement pas. Allez, à tout à l'heure, Mina. Et on continue, ça va être pause musicale comme d'habitude. Et cette fois-ci, ce sera en compagnie de Abdelkader Chaoui. On se retrouve juste après. في منابر حرمها بتمجيد صداها في حسن صوتها تزيد للقلب السرور في منابر حرمها بتمجيد صداها فقت بجمالها على عضلات الحور فقت بجمالها على عضلات الحور فوق جبينها مثلو قردان والقصد حرمها يضحى ذنبو مغفور رحمة رب العباد للخلق نشاها رحمة رب العباد للخلق نشاها واش غنم في الحياة واش راه من الاراه واش غنم في الحياة يا سيدي اشرى من الاراه محنتي قوات وطاب شرابي من اللبة وهنا عيشي وانا يا رفدت الهم
لو كان نادالي المكتوب والتربة نمشي نغنم ما بغنمو عرب وعجب فرجة الجبل هي الفرجة إذا تعرف يوم تكون عليه الناس مثل ما فرجة الجبل طواف البيت والكعبة من لغنمهم يا سيار واشغنم من لغنمهم يا حجاج واشغنم Voilà. Et de retour sur le plateau, et Docteur Benachnou est déjà parmi nous. Docteur, bonjour. Bonjour, Sabah al-Khair. Comment ça va? Ça fait plaisir de vous revoir en présentiel. Le plaisir est partagé, docteur, vraiment. Oui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, je suis de retour. Marhaba. Allah yassalmik. Marhaba. Allah yassalmik. Ça va, docteur? Ça se passe bien? Pour le moment, on touche du bois, alhamdoulilah, ça va, il n'y a pas de problème. Ah, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, docteur, on va parler d'une maladie qui touche principalement les hommes. La maladie du siècle, encore une fois. Ouais. Et qui est en augmentation. En augmentation. On n'accorde pas autant d'importance. J'ai un collègue qui m'a dit, il est à l'étranger, il a dit, ok, d'accord, je comprends que vous mettiez le paquet sur le cancer du sein. Mais pourquoi vous ne parlez pas du cancer de la prostate et la possible cancérisation? Parlez de la prostate, parce que le nombre est en augmentation. On néglige, on néglige. Et toujours en médecine, quand on cherche, on trouve. On néglige une situation, mais quand on explore, quand on s'intéresse, on va découvrir des cas. Voilà, effectivement. Mais sinon, il faut dire, docteur, que c'est un sujet auquel vous donnez beaucoup d'importance, parce que de toute façon, ce n'est pas la première fois que vous en parlez. Voilà. Ce n'est pas la première fois aussi que vous insistez pour en parler. Alors, la prostate, c'est quoi? Ou le cancer de la prostate, c'est quoi? Une chose d'abord, en 2022, dans notre pays, il n'y a que l'homme qui a une prostate. La femme n'a pas de prostate. Croyez-moi, beaucoup de femmes s'interrogent. La femme n'a pas de prostate. La prostate est une glande, qui entre dans le système de reproduction d'une façon très large, dans le sens où l'éjaculat, il est vivifié, il est renforcé, il est rendu actif. Le produit d'éjaculation de l'homme par ce qu'on appelle le liquide séminal, c'est-à-dire que c'est lui qui donne vie, il donne consistance, et les spermatozoïdes, le liquide, l'éjaculat devient fonctionnel. C'est-à-dire s'il rencontre un ovule, à ce moment-là, il peut y avoir fécondation, il peut y avoir futur bébé, Inch'Allah. C'est une petite glande de la taille du noix, qui est situé le pelvien. Le pelvien, c'est une partie qui se situe entre les testicules et l'anus. D'ailleurs, on appelle ça le plancher pelvien. Et elle est projetée en arrière. Elle est projetée en arrière sous je vais vous expliquer pourquoi j'insiste vers l'arrière. Elle est sous la vessie. Le problème, c'est que la vessie, elle est faite pour évacuer les urines. Grâce à l'urètre, c'était des conduits, des tuyaux comme ça, voilà. Nous sommes en train de voir. Qui sont. À gauche, c'est quelque chose de normal, regardez. Oui. Mais on va revenir sur le plateau et je vous ai ramené des modèles de prostate. Il y a ici une prostate normale, je vais expliquer ce que c'est, et une prostate fibrosée, c'est-à-dire... Alors, si vous permettez, je vais prendre pour montrer à la caméra. Oui, voilà, et je vous explique. C'est important de voir. Donc, là, en bleu, la prostate normale, appuyée.
appuyez. Regardez comme elle est souple. À droite, une prostate fibrosée, c'est-à-dire malade. Elle est On dure. voit un petit peu, lorsqu'on appuie, la différence. Ah voilà, ça c'est la prostate normale, à gauche c'est la prostate fibrosée. Elle est dure, elle est dure. Vous allez savoir comment on va savoir qu'elle est dure. Elle est sous la prostate, elle est sous la vessie et on a comment on va savoir que c'est une prostate douce, souple, normale ou bien fibrosée? Là, il faudrait faire ce qu'on appelle le TR, le toucher rectal. On nous l'a appris, les médecins doivent l'apprendre et c'est comme ça. Quand on va, j'ai dit qu'elle est projetée vers l'arrière. Quand on va palper la prostate, on va savoir si elle est souple ou pas. Deuxièmement, une coupe, il va falloir reprendre. Une coupe de la, on appelle ça une coupe sagittale, c'est-à-dire, alors toujours, le côté bleu, c'est la prostate normale. Oui. Remarquez, au milieu, il y a l'urètre, c'est-à-dire le conduit par lequel l'urine s'évacue. C'est pas très très bien visible. Remarquez, ensuite, la partie de la prostate, regardez, elle n'est pas très rouge. Il n'y a pas beaucoup de points rouges qui sont des vaisseaux sanguins, tout ça. Une fois la prostate devenue fibrosée, malade, regardez comme le canal de l'urètre est rétréci. On va savoir pourquoi, quel est l'impact. Restez comme vous êtes. C'est juste pour montrer le bleu et le rouge. Le bleu et le rouge. Tournez et ensuite, la surface à l'intérieur de la prostate, regardez, elle est pleine de points rouges. Elle est par rapport à celle qui est bleue. C'est-à-dire que c'est une prostate fibrosée, elle est compliquée. Pourquoi? Ce qui est important, c'est le milieu, le cercle de l'urètre. Bleu, il est large. Donc, le jet d'urine, l'urine va circuler librement. Tandis que quand elle est fibrosée, l'urètre, elle est serrée. Elle est serrée, donc l'urine ne va pas circuler librement. Pourquoi je dis ça? Les premiers signes d'atteinte de la prostate, c'est premièrement quand on urine. L'urine, elle est très bien programmée dans la physiologie normale. Il faut que ça soit en jet. Il faut qu'il y ait un jet chez la femme et chez l'homme. Mais quand on a une prostate défaillante, pour beaucoup de raisons, puisque l'urètre au milieu est serré, l'urine ne va pas s'écouler normalement. Donc il n'y aura pas de jet. Ça, c'est le patient qui vous dit. Il y aura des petites gouttelettes qui s'évacuent régulièrement. Et troisièmement, puisque la vessie ne se vide pas complètement, l'homme raïh jay. Et comment on s'aperçoit de ça? C'est soit la femme l'épouse, soit les enfants, soit on dit papa, tu es en train de te lever le soir plusieurs fois pour aller uriner. Mais là, c'est à cause que peut être soit une prostate, mais ne pas oublier, ça peut être aussi un diabète qui oblige. Donc, il faut explorer dans les deux cas. Il faut explorer dans les deux cas. Et ce qui est important, on a deux états pathologique de la prostate. Soit elle enfle, elle est toute petite, soit elle enfle, elle devient dure, elle devient épaisse, elle devient... Donc c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne, ça c'est important, hypertrophie bénigne de la prostate, ça c'est important, elle devient dure, elle devient épaisse, elle devient... c'est toujours bénin. Voilà. Mais elle peut, et c'est là où est le problème maintenant qu'il faut explorer, c'est elle peut devenir cancéreuse. Elle peut cancériser, ça c'est important, et comme tout cancer, elle peut s'étendre, les métastases, tout ça. Donc il faut être très proche. Alors, justement, avant d'arriver au cancer, donc j'espère qu'on y arrive. On n'y arrivera pas, Inch'Allah, mais sinon, comme toute autre maladie, on peut aussi la prévenir, n'est-ce pas? Donc, on peut, encore une fois, explorer, se faire dépister. Voilà. À quel moment? Explorer, se faire dépister. Premièrement, moi, en tant qu'homme, chaque homme peut noter une différence lors de la miction. C'est-à-dire au moment où il urine, il dit hop, ça sortait en jet, il y a des trucs comme ça. Ça doit attirer notre attention pour aller chez un neurologue. Ou même un médecin généraliste connaissant le b.a.-ba, il peut le faire. On peut à ce moment-là faire ce qu'on appelle, surtout moi je tiens à ça, le toucher rectal. Je sais qu'on hésite, je sais que c'est honteux, mais honteux dans le sens médical, la zone honteuse, mais c'est
un geste médical. Le médecin n'a pas à dire, le médecin a à explorer et à apporter des informations. Faire un toucher rectal. Elle est wahda. Deuxièmement, il y a maintenant l'exploration avec la radio, l'IRM, tout ça, mais c'est progressif, c'est le médecin qui doit décider. Et le plus important, et là je m'adresse aux téléspectateurs hommes et même aux femmes pour inciter les hommes à faire ça, à partir de 40-45 ans, c'est de faire un test biologique sanguin comme PSA. Et entre parenthèses, quand on était encore étudiant, pour se souvenir du PSA, on disait Paris sportif algérien. D'accord. C'est les moyens mnémotechniques. Il était célèbre à notre... Il existe toujours le PSA. Il existe toujours, oui, je pense qu'il existe toujours. Ouais, c'est pas... et là, le PSA, c'est une analyse et c'est une sécrétion d'une hormone, tout ça, qui nous montre en fonction des chiffres, elle nous renseigne sur l'état. Elle ne dit pas qu'il y a un cancer, mais lors d'un cancer, ces chiffres biologiques sont élevés. Mais sinon, comment se fait la prise en charge médicale par la suite? Alors, il faut d'abord diagnostiquer. Diagnostiquer. Sensibiliser le malade, prostate cancer, très bien, merci la régie. Il faut sensibiliser la personne sur quelque chose de base, quelque chose qui m'intéresse, c'est ma miction. Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'on fait des remarques sur ma miction, sur le G? Est-ce que j'ai des pertes d'urine, j'ai des pertes... alors là, on peut avoir ce qu'on appelle la prostatite. Et le mot it, ça peut être une infection. Des urines brûlantes, beaucoup de choses. Quand on a des douleurs, quand on a au niveau au niveau du pelvis, ça c'est important. Et pourquoi je dis ça? Il faut être très sensible à son corps. L'urine, j'ai envie d'uriner, je vais uriner, mais je vois. Mais s'il y a une perturbation dans cette facilité d'uriner, il faut s'y intéresser. Ça peut être le diabète, ça peut être la prostate. Et deuxièmement, à partir de 40 ans, moi je dis 40 ans parce que certaines maladies ont reculé. Elles arrivaient à un stade, mais toutes les maladies maintenant surviennent à un stade jeune. Moi je dis qu'à 40 ans, il faut qu'en Algérie, ça devienne normal de faire son taux de PSA et c'est lui qui nous renseigne sur le danger. Parce que la cancérisation, c'est la chirurgie, c'est la radiothérapie, c'est tout ça. Et le problème, c'est en élévation. Mais malgré tout ça, beaucoup d'hommes négligent, beaucoup d'hommes ne prêtent pas attention, alors que... Et en plus, ça se complique dans le sens où, à juste titre, on s'occupe du Covid-19, on ne parle que du Covid-19, mais le Covid-19, il est dans le train des pathologies qui risquent de détruire l'homme. Effectivement. Donc, pour revenir à ma question, donc, une fois que... Pourquoi je me suis éloignée de la question? Non, du tout. On ne s'est pas éloigné du thème. Dans ce domaine qui est peut-être anxiogène, anxieux, les gens ont peur, moi je crois qu'il vaut mieux mettre un peu d'humour. Effectivement. Et sinon, donc, on disait par rapport... donc, une fois que on diagnostique donc, la prostate, comment se fait la prise en charge médicale par la suite? Comment les hommes sont pris en charge? Quand on a posé un diagnostic, si c'est une hypertrophie bénigne de la prostate, il y a des médicaments qui auront tendance à diminuer les symptômes, à diminuer un petit peu l'épaississement de la prostate, tous ces éléments. Mais quand le diagnostic du cancer de la prostate est posé, documenté par des explorations, à ce moment-là, c'est la prise en charge par des cancérologues, tout simplement. J'ai dit la radiothérapie, la chimiothérapie, tous ces éléments-là. Et parfois, il y a même ablation de la prostate. Et là, ça se répercute sur la libido, l'envie sexuelle. Il y a des désagréments qui sont posés. Après, même sur le plan de prise en charge psychologique aussi, ça doit se faire de façon quand même très étroite. Tout cancer, et c'est là, je remercie pour... En Algérie, il faut qu'on change.
La prise en charge n'est pas uniquement ordonnancière, une ordonnance. Non, maintenant, il faut arriver à ce qu'il y ait ce qu'on appelle des équipes thérapeutiques. Oui. Actuellement, à l'étranger, mais c'est logique, mais en Algérie, il y a le chef de service, le professeur chef de service, le médecin, Rabbokoum al-A'la, qui rédige des ordonnances. Il faut arriver. Il en existe en Algérie, mais c'est très, 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 très rare. Je crois qu'à l'intérieur du pays, il faut qu'il y ait des équipes thérapeutiques où le psychologue, moi, quand j'étais à l'étranger, grâce à une bourse de l'État algérien, on faisait le briefing du matin, les femmes de ménage étaient présentes. Elles n'étaient pas présentes à titre comme ça, pour préparer le thé ou le café, non. Le chef de service posait la question à la femme de ménage à l'hôpital. Qu'est-ce que vous pensez du malade de la chambre 12? Est-ce qu'il a des contacts avec lui? Est-ce qu'il a des visites? Donc il faut arriver le plus vite possible en Algérie à ce qu'il y ait des équipes thérapeutiques où il n'y a pas de cet esprit de domination, de mandarina, de ça. Non, par exemple, on a un problème de prostate, d'ablation de la prostate, et il faut une prise en charge psychologique, parce que vous savez, l'investissement de l'être humain dans le domaine de sa libido, de son activité sexuelle. Les gens, mais croyez-moi, et très très vite, ah docteur, j'ai un petit problème, j'ai plus de libido, j'ai plus d'envie, et ça c'est une demande légitime de la part du patient ou du malade. Effectivement, donc la prise en charge psychologique aussi est de taille et elle suit de façon très étroite aussi la prise en charge médicale. Voilà. Docteur, merci beaucoup encore une fois, et on se retrouve vendredi prochain pour une autre thématique. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup docteur, bonne semaine à vous. Merci. Et on continue, cette fois-ci nous allons nous intéresser à la pêche sportive particulièrement, et c'est Arilas Oud Hamouda qui nous le fait découvrir. Décaplage était le théâtre d'une compétition de pêche en bord de mer, une discipline que l'on nomme surfcasting. Des cannes en carbone de 4,20 m à 4,50 m, spécialement dédiées à la pêche en bordure de plage. Le tout équipé de lignes en nylon, montées avec la plus grande précision. Pour le surfcasting, c'est une technique de lancer sur les vagues ou rami fawq al-amwaj. Pour la pêche sportive, c'est une technique de pêche pratiquée par des personnes en possession d'une licence sportive et dans un cadre légal et réglementé. Cette plage de Intaya, située à l'est d'Alger, un joli spot de pêche où toutes les conditions étaient réunies pour le bon déroulement de la compétition. En surfcasting, le bon pêcheur doit dresser un état des lieux précis pour adapter son matériel, son appât et sa technique. Ainsi, le résultat ne se fait pas attendre. Un début de compétition, la matinée assez difficile, pas de touche. Mais à partir de 11h30, 10h30, alhamdoulilah, il y a eu quelques touches, de beaux petits marbrés, dépassant la taille, c'est-à-dire autorisée pour la pêche. Voilà, mon ami qui pêche aussi. Inch'Allah, bon courage pour tout le monde. Comme vous voyez, c'est une belle journée. La mer, elle est belle, toutes les conditions sont réunies. Bon, on utilise plusieurs appâts. On a la crevette grise, le calamar, la sépia, c'est-à-dire les appâts autorisés, bien sûr. On n'a pas le droit d'utiliser le ver de terre et tout. On utilise des montages très très fins, c'est-à-dire pour cibler le maximum de poissons. Cette compétition rentre dans le cadre d'un championnat organisé par le Comité national de la pêche sportive, un championnat qui a débuté d'ailleurs en 2019. راح يلعبوا على une partie de 5 heures اللي يكون فيها الديبا واللي يجمع كما نقولوا لا ريكورد البواسون البوا لو بلو élevé هو اللي راح يكون لو ميو كلاسي. Ça se passe ainsi. اليوم راح نشوفوا لا بارتي راتراباج. Il y avait من قبل des qualifications au niveau تاع البول est et le pôle centre. اليوم يديسيد ان شاء الله qui vont aller en finale d'après une pesée راح يتوزن الحوت. والسبور هذا il est très actif. On est aussi en train de préparer un terrain pour le développement de ce sport. On invite toutes les personnes qui peuvent nous aider à développer ce sport-là, on est en train de créer des clubs
on est en train de créer des associations, on est en train de créer une pyramide qui va nous permettre dans un futur moyen, Inch'Allah, d'avoir une fédération et de mieux gérer ce sport-là. La pêche sportive, une discipline en pleine émergence, où tout reste à faire. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc un reportage de Riles Ould Hamouda qui lui s'est intéressé à la pêche sportive. Et à présent, nous allons parler donc de pêche artisanale particulièrement. Et ce sera en compagnie de M. Mohamed Kacher. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue à vous. Alors, vous êtes chercheur en sciences de la pêche. Tout à fait. Voilà. Alors aujourd'hui, en votre compagnie, il est question donc qu'on parle de la pêche artisanale. Donc la pêche artisanale, c'est quoi? Et surtout, quelle est la différence entre la pêche industrielle? La pêche artisanale chez nous, c'est un peu la petite pêche. C'est la pêche qui se fait avec des petits bateaux. Donc on la distingue du chalutier, celui qui ramène des crevettes et tout ça. Et on la distingue du seineur, c'est celui qui ramène exclusivement de la sardine. C'est celui qui utilise des filets tournants, comme ceux des tonniers, et ainsi de suite. Donc la pêche artisanale, vous avez un bateau qui utilise plusieurs engins de pêche, des petits filets, des lignes, des lignes avec plein d'hameçons, qu'on appelle des palangres, des nasses, donc des pièges à poissons. Ils produisent énormément d'espèces, contrairement aux deux autres métiers, chalutier et seineur. Et ils travaillent principalement dans des zones accidentées, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accessibles aux deux autres métiers. Alors leur longueur peut aller de 4 mètres jusqu'à 50 mètres, d'accord? Et c'est une pêche qui pose un peu problème en termes de distance, c'est-à-dire jusqu'où ils peuvent aller, en termes de nombre de jours de mer, parce qu'ils sont assujettis au mauvais temps. Donc ils ont très peu de jours de sortie durant l'année. Alors comment on peut évaluer aujourd'hui la pêche artisanale ici en Algérie? Écoutez, au niveau des statistiques de l'administration des pêches, il y a un certain nombre de bateaux, c'est une chose. Maintenant, nous avons un autre problème, c'est que durant les années 90, il y a eu une tentative de réduction du taux de chômage au niveau des villes côtières. Donc on a donné à des jeunes, par souci de possibilité d'avoir un revenu de subsistance, on leur a donné des permis de pêche de plaisance. C'est-à-dire, ils travaillent exactement comme un petit métier professionnel, un pêcheur artisan professionnel, mais il n'est pas assujetti aux mêmes taxes, aux mêmes frais. D'accord? En plus, le pêcheur artisan, lui, il est toujours obligé d'embarquer un salarié, un marin avec lui. Le plaisancier, non. Et le problème, c'est qu'il y a un vide juridique qui fait qu'il y a une compétition un peu déloyale. Il y a quasiment plus de pêcheurs plaisanciers que de pêcheurs professionnels. Et il y a vraiment un problème d'espace, un problème de ressources halieutiques et un problème de contrôle. Voilà, alors là, vous évoquez 3 grands soucis, j'ai envie de dire des soucis majeurs, l'espace, la ressource. Donc, parlons justement d'espace. Parlons justement d'espace, qu'en est-il des ports, justement? Les ports sont saturés. Tous. Ils sont tous saturés parce que justement il y a cet afflux de pêcheurs plaisanciers. Donc quand ils trouvent un port où ils peuvent s'abriter, ils y vont. Mais sinon, ils peuplent un peu les plages qu'il y a à côté des sites de pêche ou des ports de pêche. Et les ports sont saturés, ils sont sursaturés. Alors justement, parlons un petit peu de tous ces problèmes qui guettent un petit peu, j'ai envie de dire, la pêche artisanale. Riles Ould Hamouda, notre collègue, justement, s'est intéressé à la pêche artisanale et aux soucis de la pêche artisanale dans ce reportage qu'on vous laisse voir et on se retrouve juste après. Comme chaque week-end, Karim installe son matériel de pêche sur le rempart du front de mer de Boulourine, un quartier où la pêche est une culture. Actuellement standardiste dans une administration, pour lui, le poisson n'est qu'un prétexte pour décompresser et changer d'air. أنا مع الصيادة مع الخدمة وأنا باب الواد توجور كيما العادة كاين من هنايا باب الواد حتى سانتوجان السيكتور هذا كاع تاع الصيادة هذايا. أنا كنا في زاني 70 نهبطوا هنا قسما بالله 9 تاع الصباح غير هاك كالبا قدنا كندو دوزو 3 وانتو طالعين دوكا تريح على بايزو في جورني كدا ما تدي والو ودي فات الحوت كاين بصح ما ياكوش
لا باسيون هذه لا باسيون وحدها ما تصيبهاش امبوسيبل زعما رحت عند الطبيب تاعي ديابيتيك عند الطبيب تاعي قال لي واش السبور دير جو فاش قال لي مي سي با فري قال لي خير من السبور كاع باسكو علاه لو مورال. Mais la pêche n'est pas que plaisance. Un peu plus loin, c'est dans cet abri de pêche de Raïs Hamidou, ex-Pointe Pescade, que nous rencontrons Raïs Hicham, pêcheur artisan, qui voit que son activité et les ressources naturelles sont en péril. كان عنده فلوكه مخدومه بالكونتر بلاكي عنده رزق كبير نصوروا بها الخبز الخدمه ما كاش بصح ماشي كيما دوكا هاك تشوف الخيرات ربي ديروا زين وبعث للبحر ديروا زين وبعث للبحر بور يرفد 100 فلوكه فيه 500 فلوكه والمدخول تاعو زيرو بينيفيس. قلت الحوت السياده العشوائيه هذه هي ولا بوليسيون 60% لا بوليسيون من هذا البحر تاعنا 60% لا بوليسيون دابور الدوله على بالها هاي متاكله على تربيه المائيات وكذا ولا راهي تنفيستي في تربيه المائيات وهذيك ولا بيس زيرو. كانت عندنا قريق ما يجيبوها لنا دوزان نشروها دوزان ديزيام شوا هذا راك تشوفي هذا. كاين ثلاث حوايج في هذا الاخر كاينه لا بوليسيون بزاف تلعب الدور كاينه وشوجمون كليماتيك كاين عنده الدور تاعو والسياده العشوائيه la fermeture de la pêche ماشي ريسبكتي. L'acquisition du matériel, sa réparation ou son renouvellement sont d'autres points qui pèsent sur la profession de la pêche artisanale, qui représente aujourd'hui environ 90% de l'activité de pêche en Algérie. Voilà, c'était donc un reportage de Riles Ould Hamouda, lui, qui s'est intéressé donc au problème de la pêche artisanale. Donc vous validez tout ce qui a été dit, particulièrement par les pêcheurs. Et justement, un point a été relevé, c'est un petit peu les ressources halieutiques. Donc on voit que les ressources sont en péril. Justement, parce que le pêcheur artisan, je vous dis déjà le fait qu'il y ait très peu de jours de mer, parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, ces 4-5 dernières années, le nombre de BMS annoncés est très élevé. Oui. Et quand il y a un BMS, quand on annonce un BMS, c'est 3 jours de mer impossibles ou impraticables. Plus, pour donner un ordre d'idée, hein, un petit métier comme ça, il travaille 80 jours par an. Voilà. Il fait en moyenne 3 tonnes par an, quand il est bien. Et il paye en moyenne 4 millions de dinars de charges par an. S'il vend 100 kilos de poisson à 1000 dinars, ce qu'il ne le fait pas, parce que ce n'est pas lui qui fixe le prix, c'est l'acheteur qui va lui dire, écoute, moi je te le prends pour tant. C'est pas le pêcheur qui va fixer un prix. Donc si vous faites 1000 dinars le kilo, il est déjà perdant à 1 million de dinars. Il perd 100 millions par an. Ça, c'est le pêcheur artisan. Donc, la ressource, avant, les petits métiers, ils avaient des postes de pêche. C'est-à-dire, vous dit, tel endroit, c'est un poste de rouget, tel endroit, c'est un poste de langouste. C'est un site de pêche privilégié pour telle espèce ou pour telle espèce. Avec l'avènement des pêcheurs plaisanciers, il y a tellement, c'est un capharnaüm en mer. C'est-à-dire, il y a tellement d'engins de pêche partout qu'on se demande comment le poisson arrive à se frayer un chemin. Donc, trop de pêcheurs tuent la pêche. Trop de pêcheurs tuent la pêche. Il y a aussi les aspects de pollution. Le pêcheur qui disent les changements climatiques, il a totalement raison aussi. Il faut savoir, ces 2 derniers jours par exemple, les petits métiers n'ont pas pêché parce que la mer est très froide. L'eau est très froide et ils n'arrivent pas à pêcher. Il y a des méduses qui sont apparues à un moment inopportun, contrairement à la saisonnalité ou à l'appareil d'habitude. Donc quand il y a des méduses, la méduse, si elle s'accroche dans le filet, c'est très lourd, il ne peut pas remonter son filet, il peut le perdre. Donc quand il y a des méduses, il ne sort pas. Ils sortent pas. Voilà. Donc c'est un peu ça la ressource qui est ciblée par les petits métiers. C'est une ressource qui est véritablement en péril. Donc finalement, il y a beaucoup de facteurs qui rendent la pêche artisanale de plus en plus difficile. Oui. Donc, et puis il y a un autre problème aussi, Monsieur Kacher, il l'a dit d'ailleurs, le pêcheur dans le reportage de Riles Ould Hamouda, c'est un petit peu le non-respect des lois, le non-respect des périodes de fermeture à la pêche. Alors ça, il faut relativiser quand même parce que
c'est vrai qu'il y a la période de fermeture de la pêche ne concerne que les chalutiers. Dans la loi, il n'y a que les chalutiers qui ont une période de fermeture de la pêche. Les autres métiers, les CMR et les petits métiers, n'ont pas de fermeture, de période de fermeture de la pêche durant l'année. Il y a certains chalutiers qui trichent, il n'y a pas de souci. Mais le véritable problème, c'est ces plaisanciers-là. Ils sont très, très, très nombreux. Ils sont, je vais m'avancer sur un chiffre et je serai quand même en dessous. Ils sont plus de 8000. De 8000. Ils sont plus de 8000 au niveau national. Des plaisanciers, hein, je vous dis. Les petits métiers, même si on comptabilise les petits métiers qui sont en panne, qui ne sortent pas depuis des années, ainsi de suite, ils ne sont que 5000. Donc le nombre de plaisanciers est supérieur au nombre de petits métiers professionnels. Ça, c'est une chose. Ils ne payent pas autant de charges que les métiers. C'est-à-dire, c'est de l'argent pour le trésor qui ne rentre pas. Donc sur le plan économique, finalement, il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a pas de rentabilité. Absolument aucun retour sur investissement, si ce n'est le fait que vous avez immobilisé 8000 personnes qui ne font pas autre chose qu'aller pêcher. Ils ne sont pas en train de... Alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire justement pour redresser un petit peu la barre, pour avoir encore une fois cet équilibre, déjà pour permettre à la pêche artisanale déjà d'être, j'ai envie de dire, plus développée et surtout de profiter un petit peu des retombées économiques par la suite? La seule possibilité, et c'est inaliénable, de toute façon ça va arriver qu'on le veuille ou non, il faut qu'un certain nombre des plaisanciers redeviennent professionnels. Il y aura donc un aspect d'équité en ce qui concerne l'exploitation et les charges, parce que le poisson en mer appartient à tous les Algériens, il ne faut pas non plus... Ça c'est une chose. Les plaisanciers ne trichent pas en travaillant, qu'on se mette bien d'accord. Il y a un vide juridique qui concerne leur activité, qui leur permet de faire des productions et de faire des économies extraordinaires. Vous avez les gardes-côtes, quand ils vont les contrôler, ils sont en règle, absolument aucun problème. Le pêcheur professionnel, lui, il est assujetti à une réglementation très très stricte. Très stricte. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, un certain nombre de plaisanciers doivent rentrer dans la pêche professionnelle. Il y a les pêcheurs actuellement qui essaient de créer des aires marines protégées qu'ils essaient de gérer. Donc ils se disent, si nous sommes 200 dans cette région-là, on peut permettre à une centaine de professionnels, une centaine de plaisanciers qui ont appris le métier à rentrer avec nous. Donc ils vont s'autosurveiller, ils vont faire leur propre police, ils vont faire leur propre code d'honneur et code de conduite responsable. Voilà. Ça, on ne peut pas y échapper. Donc des plaisanciers qui redeviennent professionnels, et peut-être permettre aux pêcheurs et à ceux qui l'ont déjà créé, parce qu'il y a des pêcheurs qui ont créé leurs aires marines protégées, qui ne sont pas encore validées par le ministère de l'Environnement. Il faudra que ça se fasse, il faudra que ça soit encouragé pour qu'il y ait une gestion qui se fait entre autres par les pêcheurs eux-mêmes. Voilà. Voilà, donc finalement, revoir un petit peu le cadre juridique déjà qui encadre un petit peu l'activité va favoriser, j'ai envie de dire, l'augmentation et la diversification aussi des revenus de ces pêcheurs, n'est-ce pas? Ils peuvent même labelliser leurs poissons. C'est-à-dire un poisson qui vient d'une aire marine protégée créée par des pêcheurs, s'il demande 100 dinars de plus au kilo, c'est par rapport au label, pourquoi pas? Disons que le pêcheur lui-même fait sa propre police, il protège sa ressource. Ils peuvent discuter avec eux et dire, écoutez, cette année, il ne faut pas pêcher telle espèce. Sinon, il ne faut pas pêcher en dessous d'une certaine taille. Parce que quand vous utilisez le même engin de pêche, avec la même maille, vous déséquilibrez la démographie d'une population de poissons. D'accord? C'est-à-dire, si nous sommes 100 pêcheurs, on utilise un filet qui prend des poissons, donc le tour du corps, et de 15 cm par exemple. S'il y a 200 pêcheurs qui utilisent le même filet, donc tous les poissons qui ont 15 cm de tour de corps vont être... Alors imaginez, vous allez supprimer tous les gens qui ont 40 ans ou 45 ans dans une société. Il y a un déséquilibre démographique, et c'est l'extinction de l'espèce. L'extraction de l'espèce, effectivement. Et donc, c'est ce qui explique aussi un petit peu les prix un petit peu vertigineux, on va dire, du poisson. Tout à fait. Moi, je vous dis, c'est 3 tonnes, et on est gentil, on est optimiste quand on dit 3 tonnes par an. Mais ils ne les font pas. Et donc, lui, il paye plus d'argent que ça ne lui rapporte.
Voilà, mais sinon, le pêcheur, donc, vous nous l'avez expliqué, il fait face donc à ce vide juridique j'ai envie de dire, qui n'est pas très avantageux pour l'amélioration et le développement de l'activité. Mais il y a aussi d'autres problèmes, nous l'avons vu dans le reportage, vous nous l'avez souligné aussi, c'est un petit peu le changement climatique, c'est encore la pollution qui participe à la dégradation donc, de la population, j'ai envie de dire, halieutique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, encore une fois, pour dynamiser cette population, pour la préserver, pour la protéger? Vous savez, les pêcheurs, actuellement, les pêcheurs sont très conscients du fait que l'environnement dans lequel ils travaillent, s'il est protégé, ils protègent leur métier en même temps. Ça, ils le savent, ils en sont conscients. C'est les pêcheurs qui lancent le plus d'alertes concernant des cas de pollution évidente comme ça. Les pêcheurs ont toujours demandé, parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'ils faisaient, au niveau des ports, il y avait un certain nombre de ports qui mettaient des poubelles à l'arrivée des pêcheurs, donc ils jetaient leurs déchets. Et après, c'était brûlé. Dans ces ports-là, les poubelles ont disparu. Donc, le pêcheur, il a toujours demandé, il vous dit, moi, je veux bien stocker les déchets quand ils remontent avec mon engin de pêche. Je veux les stocker sur le pont de mon navire, mais est-ce que je peux trouver un endroit où je vais m'en débarrasser une fois que je suis à terre? Et ça n'est pas le cas. Les pêcheurs ont lancé des alertes concernant la pêche au poulpe. Parce qu'en fait, la pêche au poulpe se fait avec des gargoulettes en plastique. Il y en a des milliers sous l'eau. Il y en a des milliers. Les pêcheurs ont demandé à ce qu'il y ait des campagnes de nettoyage avec leur contribution, d'accord? Et en leur présence. On ne dit pas aux gens, il faut me nettoyer ça. On vous dit, venez m'aider pour qu'on puisse se débarrasser de ça. Parce que c'est vrai qu'eux, ils sont déjà sur terrain, ils ont un petit peu cartographié, j'ai envie de dire, tous les endroits où se trouve justement le... Voilà. Mais bon, l'État a un certain nombre de moyens, il y a des priorités, il y a tout ce qu'on veut. Donc, mais sinon, effectivement, leur environnement est pollué. Quand ils ramènent des déchets, ils ne savent pas où les stocker. Et concernant les appels à des compagnies de nettoyage, ainsi de suite, ils sont les premiers à le faire. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que la pêche artisanale est en danger, il faut la sauver? Elle est vraiment en danger. Si on laisse la situation comme ça, avec ce déséquilibre entre la plaisance et le professionnel, elle est en danger parce que les comptes des pêcheurs sont déjà au rouge. Les professionnels sont déjà au rouge. Il faut vraiment initier quelques actions pour les en sortir. Ils ont beau être solidaires entre eux, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui a des problèmes d'argent ou un problème d'équipement, quoi que ce soit, il y a une sacrée entraide entre eux, mais à un moment donné, personne ne pourra aider personne. Parce que personne n'aura rien à donner à personne. Voilà, mais sinon, M. Kachar, il faut dire que vous êtes tout le temps en contact direct avec ces pêcheurs. Tout à fait. N'est-ce pas? Ça se passe comment avec eux? Moi, je vis avec leur esprit et bon, on est malheureux. Voilà, si vous voulez. On est malheureux par rapport à la situation. Voilà. Vous pêchez? Non, je n'ai pas cette patience comme le gars de tout à l'heure là. D'accord. Voilà. Vous avez la passion et la patience beaucoup plus pour la recherche. La recherche. Trouver des solutions surtout pour encore une fois équilibrer et améliorer cette activité. On étudie le poisson, sa biologie, son comportement par rapport à ces changements d'environnement. Par rapport à la pollution, par rapport à... Voilà. Voilà, ben merci beaucoup, M. Kachar, d'avoir été parmi nous ce matin. Avant de nous quitter, on voudrait juste vous proposer une photo. On voudrait bien que vous la commentiez. Ah, c'est une très belle photo. Eh ben voilà. Et vous savez pourquoi le haïk Belhajar? Pourquoi le haïk Belhajar? C'est des colombes. D'accord. Voilà. Voilà, la colombe qui pêche le poisson. Ah ben écoutez, les oiseaux marins, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, voilà. Oui, effectivement. Merci beaucoup, M. Mohamed Kachar, d'avoir été parmi nous ce matin. C'était un plaisir. Donc, on rappelle, vous êtes chercheur en sciences de la pêche. Exact. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue, on va rester dans le monde de la mer. Et cette fois-ci, nous allons découvrir ou redécouvrir un chalutier, Ma'amar 2. Vous connaissez certainement le chalutier Ma'amar 2. C'est là où il y a eu le tournage du film d'Ahmed El-Harrachi. C'est Samira Hadjamar qui nous le fait découvrir. Taille 16 mètres, prénom Ma'amar 2, origine finlandaise, né en 1968. Il s'agit là de l'un des plus vieux chalutiers en activité en Algérie, un héritage de père en fils. C'est un bateau finlandais. Il a été acheté en Suède en 1976.
تدخل لالجيري. هذا سي بون بير كي رامي سو باتو. C'est une histoire de famille, mais aussi de cinéma, puisque Ma'ammar a servi au tournage du téléfilm Sahaya Dahmen, réalisé en 1980. Le film là, il a fait un film مع les acteurs algériens, مع بوجمع العنقيس, الباجي, Dahma al-Harrachi. C'est le film de Dahma al-Harrachi, c'est lui l'acteur qui a fait ce film là. Même il était le Hashmi. الهاشمي قروابي qui était à bord dans ce bateau là. ما يصبرش قلبه حاير ما يهلاش وعقله طاير خلى اهله في الجزائر ما صفكاش دنيا. Sa particularité, Ma'ammar II exige beaucoup de soins et d'attention. C'est son propriétaire, Cheib Atman, patron pêcheur, qui le dit. unique في الجيري هنايا. Il est construit en fer et en bois et en bronze. Mais on a toujours des problèmes. C'est un ancien bateau. Mais le problème, les réparations dialogue, ça coûte très cher. Mais on voudrait réparer ce bateau-là. Mais ça coûte. On ne peut pas les réparer complètement. Ça coûte le bois, ça coûte le fer. Même les réparations dialogue, ça coûte très cher. Par heure, ça coûte très cher. Et pourtant, c'est le patron pêcheur qui s'est résigné à mettre en retraite Ma'ammar II. Le vieux chalutier de 52 ans finira peut-être ses jours sur cale au chantier naval de l'Ecorep, ou bien aura-t-il une seconde vie au musée de la Marine pour le plus grand plaisir du public amateur. L'Ecorep, elle peut prendre la coupe Théo, la coque Théo, elle peut prendre les membrines Théo. Ils vont fabriquer des autres bateaux comme celui-là. Parce que c'est des bateaux solides, c'est des bateaux à les hautes mers. Alors ils ont fait pour eux, à les hautes mers. Nous, dans la Méditerranée, on ne demande pas les grands bateaux, parce que nous avons une grande mer. Mais ils ont une grande mer. La moitié du bateau, elle est en bas, au-dessous de l'eau. Les corèpes, le musée, ils s'aident. Il y a un coq, il y a un cadeau. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser au management, à la formation au management. Et ça va être à travers un projet. Il s'agit du projet Caravane CRED. Et nous en parlons ce matin en compagnie de Lilia Mokrani. Lilia, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Lilia, vous êtes responsable du sponsoring. Oui. Bienvenue à vous. Oui, au sein et du vous CRED. n'êtes pas seul. Barahim Bourrab aussi, bonjour. Bonjour à vous. Et vous êtes le chef de projet Crazy Solution. Voilà. Crazy, carrément. Grizzly Solutions. Ah, pour d'accord. être plus précis. D'accord, pour être plus précis. Voilà. D'accord. Alors, merci pour votre invitation. Marhaba bikoum. Je remercie aussi toute l'équipe de Canagérie d'avoir aussi reçu. Donc Marhaba voilà, il y a comme ça à l'invitation. Là, ici, marhaba bikoum. Alors aujourd'hui, on va parler du projet CRED. Alors le projet CRED, c'est quoi? Alors, tout d'abord, avant même de représenter et de parler à propos de notre programme, il faut savoir une chose, que ce projet-là, il est lié à une entreprise dont je fais partie. Je suis le chef projet au niveau de Grizzly Solutions, qui est une boîte dans le digital. On est spécialisé dans tout ce qui est digital. On fait de la formation, le conseil. Et notre force est tirée beaucoup plus par rapport à notre approche concernant la RSE. Et concernant notre projet, qui est en fait un fruit d'une constatation qu'on a pu remarquer durant notre parcours, c'est-à-dire après les 3 ans que je suis en train de faire tout ce qui est performing, aussi formation et le conseil dans le management des entreprises, j'ai constaté que la plupart de ceux qui viennent pour se former en management, en marketing, en commerce international, pratiquement, c'est beaucoup plus des personnes qui viennent un peu des régions qui sont un peu loin. Et quand on leur pose la question pourquoi vous ne faites pas ce genre de formation chez vous, on nous répond on n'a pas forcément les lieux pour faire ce genre de choses. Donc, on a pensé à concevoir et construire une caravane qui va comporter des formateurs et
Par la suite, on va partir chez eux pour les former en démarche de création d'entreprise. Alors, c'est un programme de formation d'excellence, de coaching et aussi de performing. Notre but SMART, ou notre objectif SMART, c'est beaucoup plus concrétiser les initiatives locales. Voilà. Pour encourager aussi la créativité et aussi l'autocréation de l'emploi. Voilà. Alors Lilia, lorsqu'on parle de caravane, donc on comprend qu'il y a un déplacement. Exactement. On comprend qu'il y a un déplacement. Donc comme il vient de nous le dire, Brahim, donc dans des zones où ce sont des formations où elles ne sont pas forcément donc, disponibles. Donc il y a tout un programme par rapport à cela dans plusieurs wilayas. Si on comprend bien. Exactement. Donc, Caravane CRED, déjà pour dire ce que c'est CRED. Donc, CRED, c'est une abréviation de tout ce qui est crédibilité, réalisabilité, efficience et durabilité dans le temps. Ah, ça nous fait parler un petit peu des principes de l'objectif. Exactement, voilà. c'est ça. Donc, CRED, c'est une caravane de formation qui sera en déplacement dans divers wilayas. Donc, il y a déjà des wilayas qui sont ciblés. Il y a une douzaine pour le début. Donc, on va se déplacer pour donner tout ce qui est formation et coaching par excellence, illustré par des conseils et mettre en œuvre tout projet local qui voudrait être réalisé prochainement, Inch'Allah. Donc, ce sont des déplacements que vous allez faire dans plusieurs wilayas. Ça va durer combien chaque formation? Ça va durer 5 jours. 5 jours avec un programme, une planification. Et voilà. Donc, dans les 5 jours, on est susceptible d'apprendre quoi? D'apprendre tout ce qui est... En fait, c'est un accompagnement, une bonne explication de comment commencer la démarche de création d'entreprise. Et voilà. Donc, ça va être globalement ça pendant les 5 jours. Et au final, il y aura un petit concours. Un concours avec un gagnant de chaque wilaya. Il y aura une compétition et le gagnant, il aura un accompagnement, son projet. Par la création de son projet. Exactement. Par la mise en place de son projet. Alors, vous avez ramené une vidéo justement explicative un petit peu pour revenir sur vos activités. On vous propose de voir cette vidéo pour plus ample information et on se retrouve juste après. Here we are in Grizzly Solutions. J'aime bien. Voilà, donc c'était une vidéo explicative un petit peu, donc on est revenu, on a vu quelques images, une dynamique finalement dans l'équipe. Hein. Effectivement. Alors il faut souligner juste une petite chose, c'est que la plupart de ceux qui font partie de ce projet, en fait, c'est mes propres étudiants. D'accord. Que j'ai pu rencontrer durant une formation dans une école privée. Et je ne vais pas vous mentir, en fait, c'est grâce à eux que le projet lui-même est en train de se mettre en œuvre. Et d'ailleurs, pour vous dire plus par rapport à eux, c'est que en fait, j'ai pu constater une chose, c'est que un stagiaire, il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être écouté, et il a besoin aussi d'être épaulé. Parce qu'un stagiaire, il veut vraiment mettre en œuvre une compétence, que ce soit une pertinence managériale ou là une compétence qui est opérationnelle, et c'est le cas. Et nous, ce qu'on veut restaurer comme état d'esprit, c'est justement ça, c'est encourager tout ce qui est créativité en entrepreneuriat. Très bien. Mademoiselle Lilia a parlé à propos du programme. Il faut souligner une chose, c'est que ce programme-là, il va être élaboré par toute l'équipe Grizzly Solutions, qui est un ensemble de personnes qui sont dans l'expertise, dans la formation, dans le coaching. Donc ça va être 100% un programme algérien où il y aura non seulement une certaine crédibilité par rapport à l'entreprise et le domaine de l'entrepreneuriat social algérien, typiquement algérien. D'ailleurs, si vous allez remarquer dans nos réseaux sociaux, on privilège beaucoup la créativité algérienne de par nos invités. Par exemple, on a une rubrique qui s'intitule Gosra Affaires, où on invite les entrepreneurs qui vont parler à propos de leur propre expérience afin d'impacter notre communauté. Alors, qui veut dire notre communauté, c'est non seulement les étudiants porteurs de projets, c'est non seulement aussi les gens qui ont une idée mais qui ne savent pas par où commencer, mais aussi les salariés
qui veulent se reconvertir dans une deuxième carrière ou un autre parcours que le salarié. Donc là, on privilège tout le monde. Voilà, on répond à tout le monde et on répond à tous les besoins. D'accord, très bien. Alors Lilia, il faut dire que la caravane donc, se déplace et donc vous allez directement sur place pour pouvoir offrir cette formation donc aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou aux personnes donc, qui ne disposent pas de ces formations là où ils habitent, donc à proximité. Alors on a compris que c'est une formation qui est destinée à tous, donc que ce soit étudiants ou simple personne qui a envie donc, de se lancer dans sa propre affaire. Mais ce que j'ai envie de dire, finalement, donc, dans cette prise en charge, bien entendu, vous ne pouvez pas prendre tout le monde, donc il y a une inscription au préalable qui doit se faire. Exactement. Oui, il y aura une inscription au sein de nos centres de formation. En fait, d'ailleurs, j'aimerais mentionner un truc, on travaille avec tout ce qui est club scientifique au sein des universités. Il faut dire que les clubs scientifiques sont très dynamiques, exactement, très actifs, ils font un travail vraiment magnifique. C'est ça, oui. Avec les associations aussi, qui font que ça soit la même chose que nous ou même autre chose, parce que ça reste tout de même intéressant. Ou sinon, faire appel aussi aux ambassadeurs et ambassadrices dans les wilayas qu'on va visiter, Inch'Allah, prochainement, histoire de travailler avec nous. Donc voilà, globalement. Voilà, mais sinon, donc c'est un programme que vous-même vous proposez, bien entendu. Mais sinon, est-ce qu'il y a des demandes particulières par rapport à un programme? On sait très bien qu'un programme, il n'est pas toujours fixe, il est flexible selon aussi les besoins, on va dire des uns et des autres, d'autant plus que chaque wilaya a ses spécificités. Exactement. Et puis les projets aussi dans lesquels on veut investir ont leurs propres spécificités. Exactement. En fait, nous, dans notre modèle économique, c'est-à-dire notre business model, on privilège beaucoup plus le développement durable. Et c'est par cela qu'on va... Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. C'est par cela qu'on va concevoir ce programme qui va être adapté à chaque criticité de chaque wilaya. Par exemple, il y a des wilayas où on va fixer des thèmes qui concernent l'agriculture. D'accord. Il y a d'autres qui vont être privilégiés par d'autres thèmes, tels que le digital, parce qu'actuellement, c'est la tendance. Mais notre raison d'être, en fait, c'est quoi? C'est de satisfaire tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je vais lancer un appel par rapport à toutes les wilayas que je viens de citer. Par exemple, on a les 6 mois prochains, Inch'Allah, notre premier programme. Donc, la première édition, elle va concerner la wilaya Annaba, Skikda, Alger, Tizi Ouzou. Vous avez aussi, dans l'ouest, vous avez Oran, aussi Tipaza. Après, on va partir à Blabbas, Mascara. Et la région Est, c'est Betna et Constantine. Et la finale aura lieu a priori à Boussaada. D'accord? Si vous allez remarquer, il y aura non seulement des wilayas de par tout le territoire algérien, mais aussi il faut savoir une chose, que on va commencer avec 12 wilayas la première année, la deuxième année c'est 24 et la troisième année, Inch'Allah, c'est 58 wilayas. Donc notre valeur ajoutée, c'est qu'on va non seulement partir là où il y a vraiment un besoin, mais aussi on va s'adapter avec. Alors, vous partez là où il y a réellement un besoin. Comment vous évaluez ce besoin? Comment vous pouvez savoir que dans telle région, il y a plus de besoins que d'autres régions et que telle région est prioritaire par rapport à une autre région? C'est une bonne question. En fait, j'aime bien le fait qu'on fait toujours de l'anticipation. Le projet lui-même, c'est-à-dire Caravane Crête, est démarré par une constatation. Ça veut dire qu'on a fait toute une étude approfondie à propos des thématiques, à propos des besoins à peu près dans toutes les wilayas. Et bien sûr, c'est aussi un travail en groupe. C'est là où on a constaté réellement qu'il faut vraiment passer à l'action, surtout dans ce genre de wilaya, qui ont forcément une créativité, qui ont des personnes qui ont des projets super intéressants, mais ils n'ont pas forcément les bons outils pour démarrer. Donc nous, notre apport, c'est quoi? C'est qu'on va non seulement vous donner de la compétence, mais aussi de la connaissance. Voilà, mais surtout. Lilia, quelles sont un petit peu vos attentes par rapport à cette caravane, par rapport à ce projet? Déjà, un bon succès. Inch'Allah. Avec de la facilité surtout. Pour qu'on puisse mettre en œuvre tout ce qu'on a comme programme par excellence concernant le domaine entrepreneurial.
Et Inch'Allah, on va accomplir tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut surtout. Voilà, surtout qu'on a vu que vous êtes très bien organisé et Oui. Surtout un regard quand même assez futuriste. Hein. Donc, alors on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Parce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à vous. Je rappelle, Lilia Mokrani, vous êtes responsable du sponsoring et Brahim Bourrab, vous êtes chef de projet Grizzly Solutions. Grizzly Solutions. Grizzly Solutions, voilà. Et vous êtes là pour parler donc du projet Caravane Crête. Les inscriptions sont toujours ouvertes? Oui, bien sûr. Voilà, donc les Vous pourriez inscriptions. nous envoyer des messages via nos pages sur tous les réseaux sociaux. Et bien sûr, on va vous contacter le plus tôt possible. Parce que le programme lui-même, il va commencer le mois de juin. Parce que c'est la fin pratiquement de la période sociale. Voilà, sociale. Et c'est en dépit de ça qu'on va vraiment restaurer notre programme, Inch'Allah, et qu'on va partir chez vous, nos téléspectateurs et surtout notre communauté. Inch'Allah, Voilà. vous l'auriez compris, les inscriptions sont toujours ouvertes pour ceux qui veulent donc se former ou peut-être faire un recyclage. Hein, Bien pourquoi sûr. pas, on en a toujours besoin en matière de marketing et de management. Merci encore une Merci fois beaucoup. d'avoir été parmi Live nous Stack, ce merci. matin. On continue, ça va être quelques belles images qu'on vous propose et on se retrouve juste après. Et de retour sur le plateau et cette fois-ci, nous allons parler de formation, nous allons parler de coaching en métier de l'animation et ce sera en compagnie de Monsieur Slimane Belhared. Bonjour. Bonjour tout le monde, Bienvenue à Canal vous. Algérie, avec plaisir. Et vous êtes coach au centre de loisirs scientifiques. Oui, on peut dire ça, coach. Là, on le dit, on C'est peut un pas peu- le dire. on peut Là, on dire ça, le dit, voilà. on le dit. Je coiffe l'atelier de formation des animateurs au CLS de Tizi Ouzou. Donc, je remercie M. Mahiout et son directeur qui m'a offert cette occasion quand même de créer cet atelier depuis l'année passée donc au CLS. Et justement, deux futurs animateurs sont parmi nous ce matin. Bien sûr, on en De a futurs besoin. Il y a deux animateurs. animateurs, ils sont Ah. avec nous. Ah, il faut penser à la relève maintenant. Hein. Absolument, N'est-ce parce pas? qu'on n'y pense pas beaucoup en Algérie de former des animateurs. Mhm. Même si l'animateur, on dit que chouïa, c'est léger, الناس يشوفوه بركة هكذا حاجة. Alors On a justement, besoin, on va n'a en pas besoin, parler, mais- mais sinon, on va juste présenter les futurs animateurs. Massiva Dali. Massiva, bonjour. Bonjour. Massiva, c'est très joli. Merci. Alors Massiva, vous êtes stagiaire
Et vous êtes en train de bénéficier, on va dire, de cette formation d'animation. Et Ryan Asher. Ryan, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Futur animateur. Espérons. Vous la بديت. Mazal شوية, mais espérons. Vous allez faire votre essai aujourd'hui. J'espère, avec plaisir, avec grand plaisir. Alors, Monsieur Belharet, vous disiez que justement, il y a un besoin pour former les animateurs. Mais quand on parle d'animateurs, l'animation, ça peut se faire sur plusieurs domaines. Donc, on parle un petit peu de l'animation dans le domaine journalistique, radio, télévision, mais il y a aussi les animateurs, par exemple, dans les centres de loisirs, par exemple. Absolument. Mais sinon, lorsque vous parlez de l'animation, plutôt de la formation d'animateurs, on parle de quoi exactement? Donc, en toute modestie, c'est une formation. Moi, je leur donne la formation de par mon expérience depuis plus de 35 ans, où j'ai fait la radio à la chaîne 2, j'ai fait la télévision actuellement sur TV4, j'ai fait la scène plus de 30 ans sur scène, j'ai animé de plus grands artistes dans l'Angleterre et autres. Donc, je leur transmis mon expérience sur le terrain, dans tous ces domaines. Donc, moi, je le transmets par rapport à l'animation, animateur sur scène, animateur radio, animateur en duo, et la radio, la télévision, modérateur de conférences et autres. Tout ce qui concerne l'animation, je leur transmets tout ça à ces stagiaires. Donc, l'année passée, donc, on a commencé avec une promotion qui a quitté, donc ça fait maintenant 6 mois. Il y avait le Covid, on a arrêté l'atelier. Cette année, j'ai repris. Donc, dernièrement, il y a eu la sortie de la deuxième promotion. Et là, ils sont nouveaux. Donc, j'attaque la troisième vague dans le bon sens, la vague d'animateurs. Inch'Allah, les vagues, on n'en a pas besoin. والله غير صح. Oui, les maladies, Inch'Allah, تروح parce que oui, les maladies, oui, les vagues, oui. عينا كاع les maladies استحوا هذه apparemment ça tarde. لا إن شاء الله ربي يرفد علينا. إن شاء الله ربي يرفد علينا. Alors Massiva, vous bénéficiez un petit peu de cette formation. Quel est l'intérêt que vous portez un petit peu pour le métier de l'animation? Alors de base, vu que j'aime vraiment être animatrice depuis mon enfance, donc c'est un rêve. Quand on était petite, on jouait devant la glace? Parfois, oui. Parfois, oui. Donc, c'est un rêve et voilà. Voilà. Et pour vous, Ryan? Ben, pour moi, c'est aussi un rêve et surtout... On jouait devant la glace aussi quand on était petit? On jouait devant la glace, on jouait en famille, on jouait avec les copains, voilà, avec les copains, tout le monde. On jouait vraiment, on essayait de se mettre un petit peu dans la peau d'une star pour voilà, donc... C'est vraiment un rêve de gamin. Voilà, c'est un rêve de gamin et j'espère qu'il va se réaliser. Parce que Inch'Allah. Inch'Allah. Vous avez une idée dans le domaine, du domaine dans lequel vous voudriez peut-être évoluer, dans lequel vous voudriez évoluer le plus? Alors, j'aimerais beaucoup la radio, parce que c'est comment on se sent plus à l'aise à la radio. Pourquoi on est plus à l'aise? On est à l'aise aussi à la télévision. Oui, bien sûr, évidemment, mais la radio, quand même, c'est... on évite l'image, je défends le métier, c'est normal. Vous avez le droit. Vous avez le droit, donc on évite un petit peu l'image et on est plus discret, plus protégé. On est plus discret, plus protégé? Bien par sûr. Rapport à quoi? Par rapport à l'opinion publique, par rapport à plusieurs choses. Ah, d'accord. Bien sûr, donc on évite un petit peu les dangers sociaux, on va dire. Donc voilà. On peut connaître la voix sans connaître l'image. J'y avais jamais pensé ça, moi. Hein, depuis le temps que je pratique ce métier, les dangers sociaux. Voilà. On évite, par exemple, les harcèlements, Vous n'allez pas en avoir. Espérons. Vous n'allez pas en avoir. Vous savez, nous avons un... Je l'espère pour personne, d'ailleurs. Alors peut-être je pourrais partager ma petite expérience avec vos stagiaires en vous disant que les téléspectateurs sont très familiers. Et parce que, au fait, la télévision, la magie un petit peu de la télévision, c'est qu'on rentre chez les gens sans frapper à la porte. Et généralement, on est très très bien accueillis. On fait partie de la famille. On fait partie de la famille, voilà. On fait partie de la famille, on rencontre nos téléspectateurs dehors qui nous encouragent beaucoup. Hein. C'est difficile quand même l'image. Moi, dans le groupe, donc, il y a toujours, chacun est destiné à, quand il parle, quand on fait des exercices, parce qu'on fait la pratique aussi, j'invite chaque semaine, il y a un artiste que j'invite pour qu'il fasse la pratique. Et justement, cette fois-ci, vous avez j'ai une grande diva qui va venir demain. Invité d'honneur. C'est Nerjida Thamchtah. Il s'appelle Thamchtah, mais en réalité, il est resté grand, Nerjida. Oui, Nazizene du Sani Zarababa, il a des merveilles, toutes ces chansons, c'est des merveilles. Donc, il sera demain l'invité pour le groupe, ils vont la découvrir et on va faire des exercices pratiques avec elle. Donc, je disais tout à l'heure que chacun
Il est destiné à faire quelque chose. Moi, quand je leur fais des exercices, ah, toi, tu es bien pour la radio. Ah, toi, tu es bien pour les plateaux de télévision. Toi, tu es bien sur scène. À toi, tu es bien comme modérateur, tu es sage, tu parles bien. On a besoin aussi d'un modérateur qui doit être vraiment bien préparé. Et pour préparer les spectateurs, voilà, donc finalement, il y a une base particulière, mais sinon chacun il est prédestiné à faire quelque chose. Lui, je le vois en radio. Je lui dis par exemple, toi tu es bien pour la radio. Tu parles. Il est à l'aise. Il parle, il est à l'aise, il est mieux avant l'heure. Il est bien aussi pour la télévision, moi je le trouve il est bien aussi pour la télévision, absolument. Il peut faire les deux. Elle est... Mais elle encore, je suis en train de la découvrir. Ça fait 3 semaines, donc on va voir. D'accord, mais sinon, vous voyez dans quel domaine? Un peu dans le domaine télévisé, c'est quelque chose que j'aime, mais tellement que je suis timide, etc. Donc je préfère la radio. Se cacher. Exactement. Pour vivre mieux, il faut vivre caché. Mais caché je sais pour pas, la radio. peut-être que nous n'avons pas la même perception des médias, mais la radio, il faut beaucoup parler aussi. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Mais la plupart, madame, la plupart اللي نجحوا في la télévision, la plupart, ils sont passés par les radios. C'est-à-dire qui disent la radio, c'est automatiquement la radio te prépare même à l'image. Qui te connaît à la télévision, tu as fait la radio, tu es plus à l'aise. On est plus à l'aise. De toute façon, dans le domaine de l'audiovisuel, on dit toujours que la radio est la meilleure école, effectivement. Donc, elle prépare les journalistes, les animateurs à donner le meilleur d'eux. Dans les chaînes, on suit par exemple les chaînes françaises, par exemple, ils sont à côté de nous. Donc, à chaque fois, tous les animateurs d'émissions de plateau, ils ont des émissions dans des radios. Et les quelque part dans une radio, ils ont tous des émissions ailleurs dans des radios. C'est pour ça que c'est social à la télévision. Vous avez fait de la radio, vous? J'ai pas fait de la radio. Non, je n'ai pas fait de la radio, mais j'ai fait des passages de radio. Je n'ai pas pratiqué l'animation à la radio. Mais je suis passée plusieurs fois à la radio. Donc vous êtes un cas à part. Ah oui? Ah oui. Moi j'ai commencé directement à la télévision. J'ai commencé directement sans faire de la radio, ça reste quand même... Vraiment, je suis très touchée par ça. Voilà, Amel, moi j'ai fait des émissions aussi avec Amel. On sent les gens qui sont à l'aise, on les ressent. C'est peut-être la passion qui ressort. Hein? C'est un aussi, métier qu'on adore. Quand on aime, bien sûr. Je le dis, quand on aime ce métier, il ne faut pas compter, il ne faut pas se dire, quand je termine la formation, لازم نروح, لازم ندير la radio, لازم ندير la télévision. C'est pas obligé. Oui. Vous faites maintenant la formation, vous aurez la base. Après, après, il faut attendre son déclic. C'est des opportunités. Voilà, ils sont... جات l'émission de télévision, c'est un bon exercice, effectivement. Vous allez découvrir des animateurs, pourquoi pas. Mais là, je faut qu'après, dire bonjour d'Algérie. Mais vous allez m'inviter. Évidemment. Voilà. Vous serez la première à être invitée. Ah ben voilà. Maintenant, il peut faire un exercice. Et justement, c'est ce que j'allais faire tout de suite. Alors, puisque nous arrivons un petit peu à la fin de notre entretien, et ils vont faire l'exercice maintenant. Voilà, ils vont nous présenter. Voilà, ils vont faire l'exercice maintenant. Ils vont annoncer le prochain reportage. Ah, très bien. N'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, donc Monsieur Slimane Belharet, et merci pour tout ce que vous faites pour ces jeunes. Surtout, vraiment, ça fait plaisir. Merci pour ce que vous faites pour ces jeunes. Moi, je leur fais ça pour, voilà, je crois en eux, et je dis qu'on a besoin aujourd'hui en Algérie de former des animateurs. Il est temps de former des animateurs parce que c'est un travail qui doit être un métier à part entière. Évalué. Et toutes les chaînes, tous les médias ont besoin de gens comme ça dans l'avenir. Inch'Allah. Voilà, effectivement. Voilà. Mais sinon, Ryan Asher, merci beaucoup. Massiva Dali aussi, merci beaucoup. Mais vous allez quand même faire votre exercice. Vous allez regarder cette caméra parce qu'elle est juste en face de vous, n'est-ce pas? Le prochain reportage, ça va être les arènes d'Oran. D'accord, les arènes d'Oran. C'est un reportage qui a été réalisé par notre amie Nassima Esseridir. Je vous écris tout ça? Vous retenez? S'il vous plaît. Voilà. Alors, les arènes d'Oran et Nassima. Amel, pardon. Amel. Amel et Seridir. Voilà.
Alors, vous allez juste dire que nous allons partir du côté de l'ouest d'Algérie, particulièrement à Oran, pour découvrir ce beau monument architectural qui date donc de l'époque espagnole. Il s'agit donc des arènes d'Oran, qui a été un reportage réalisé par Amel Esselidel. Vous regardez juste cette caméra et vous annoncez. Chacun un tour de rôle ou bien Comme vous voulez partager, vous voulez. Alors, on va faire la co-animation. On fait la Allez, faites la co-animation. Donc, vous allez vous partager un petit peu l'information. D'accord, très bien. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission quotidienne Bonjour d'Algérie. Sans plus tarder, nous passerons à l'ouest, évidemment, de l'Algérie, à Oran plus précisément, pour découvrir un reportage réalisé par Amal Esselidel. Et j'espère qu'il sera de votre goût, en tout cas, il nous plaît beaucoup. Allez, c'est à vous. Où on va découvrir les arènes d'Oran. Donc, je vous laisse avec le reportage. Et merci. Relève assurée. Ça va, relève assurée. Voilà, relève assurée. Bravo à vous. Bravo, merci beaucoup. Allez, on va voir tout de suite le reportage. On vous souhaite une très belle continuation. Allez, on va aller du côté d'Oran et on se retrouve juste après. Symbole de la culture espagnole, ces arènes pittoresques ont été construites au début du siècle dernier. Elles témoignent de la présence espagnole dans la ville d'Oran, une ville au riche patrimoine historique. C'est un monument historique unique en son genre. Il a été construit en 1910 pendant la colonisation française en Algérie. Il faut savoir que c'est un monument construit par les Espagnols qui vivaient ici à Oran. La dernière corrida a eu lieu dans cette arène en 1959. Faire renaître ces lieux historiques permettra de donner un nouveau souffle au tourisme local. C'est l'un des monuments les plus anciens d'Oran, mais il y a des gens qui viennent de le découvrir. J'appelle tous les Algériens à venir découvrir ce monument. Il y a des Oranais qui ne le connaissent pas. Cela fait partie de notre histoire et de notre patrimoine. La wilaya d'Oran possède un riche patrimoine culturel qui ne cesse d'enchanter ses visiteurs. La découverte de ces sites permettra de faire connaître ces lieux et d'apprendre un peu plus l'histoire séculaire de toute l'Algérie. Oui. Et voilà, de retour sur le plateau. Et Kenza Nchar est parmi nous ce matin. Kenza, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Alhamdoulilah que tu vas beaucoup mieux. Là, c'est un plaisir de te retrouver. Kenza. Le plaisir est partagé. Prompt rétablissement à tous ceux qui ont été contaminés. Prompt rétablissement, effectivement, ça n'a pas été très facile, mais alhamdoulilah. Je suis de retour. Et on est content. Merci beaucoup, Kenza. Alors, Kenza, toujours avec l'actualité associative? Effectivement, Nour. Donc, c'est le week-end. Donc on va aller vers Alger. Donc, pour les associations qui veulent aller vers le recyclage, la protection de l'environnement, mais principalement dans la protection des ressources en eau. Donc, il y a l'Agence nationale des déchets qui a lancé une campagne de sensibilisation pour la mise en œuvre d'un projet pilote. Donc, il va se consacrer principalement à la gestion des déchets au niveau des ports de pêche et de plaisance. Donc, c'est un projet pilote, évidemment, avec la direction des ports de pêche, des ports de pêche. Et là, il y a un espace qui est exclusivement réservé aux associations, justement pour voir quels sont d'abord les déchets qu'on peut récolter des ports et par la suite, comment est-ce qu'on peut les recycler, comment les trier aussi, et par la suite il y a évidemment tout le potentiel économique derrière tout cela. Donc ça a été lancé le 9 et donc ça va jusqu'au 14 février et ça va se dérouler au niveau du port El Jamila de la Madrague. Donc n'hésitez pas, allez-y, il y a des ateliers pour enfants, il y a aussi des jeux assez sympathiques pour les enfants. Donc voilà, il fait beau aussi, donc n'hésitez pas à aller dans les espaces bien ouverts, c'est très agréable. Et d'ailleurs parmi Petite Action, il y a parmi les associations qui vont être présentes là-bas, et c'est l'association nationale des bénévoles algériens, donc c'est Zaïr Bénévole, et en allant visiter justement tout ce qu'elle fait, la semaine passée ils étaient au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, ou plus précisément à Aït Hamsi, où ils étaient en train de faire le nettoyage des espaces là où il y a eu les incendies. Donc ils étaient en train d'enlever justement tous les arbres qui sont
évidemment brûlés, et là ils sont en train de faire justement le nettoyage de tous ces terres-là pour qu'ils puissent être régénérés justement. Donc, et c'est chaque week-end ils ont des activités justement dans cette région-là, donc bravo à eux pour tout ce qu'ils font. Évidemment, où est-ce que vous pouvez les contacter? Sur Facebook, donc c'est Dzaïr bénévole. Voilà, pour ceux qui est toujours restant dans l'environnement, donc il y a la deuxième édition du Algeria Climate Change, Algeria Climate Change Challenge. Donc c'est un challenge qui a été lancé pour sa deuxième édition avec Branco et son incubateur Tech2Hub. Donc on a été habitué à eux justement, qui depuis des années ils œuvrent pour le développement de l'écosystème entrepreneurial, que ce soit pour des projets à impact social, à impact environnemental et aussi évidemment économique. Donc là, ce challenge-là, il est adressé à tous les porteurs de projets, que ce soit des étudiants, que ce soit des chercheurs, que ce soit aussi même des associations, bref, toute personne qui a justement un projet, une idée, qui veut développer, qui veut être justement accompagnée pour sa mise en œuvre. Il y a ce challenge-là qui est adressé à vous. Donc les thématiques qui seront concernés par ce challenge-là, donc c'est les énergies vertes, les recyclages de déchets, la biodiversité ou encore l'amélioration du mode de consommation et la transition énergétique. Donc je disais donc étudiants, donc ça va même toucher même les jeunes de 16 ans, donc c'est de 16 ans jusqu'à 36 ans. Donc les inscriptions sont jusqu'au 1er mars, donc n'hésitez pas à y aller si vous avez des projets. Il faut croire en ces idées, il faut les appliquer, et justement ce genre d'espace-là, même si on ne gagne pas, mais le fait juste de pouvoir rédiger, vous savez, on peut avoir de très très belles idées, mais par la suite aller et juste les écrire, parfois ça prend beaucoup de temps. Donc justement aller et s'inscrire dans ce genre de plateforme, c'est déjà une expérience, le fait de s'inscrire et de pouvoir écrire son idée et la décrire par la suite. Si vous allez bénéficier de l'accompagnement, c'est tout le succès qui vous sera là. Et puis pour finir, cher Nour, un engagement citoyen. Toujours, on parle d'un engagement citoyen. Donc c'est un groupe de jeunes qui s'appelle Rana Maak. Donc c'est un petit collectif de jeunes, très jeunes. Rana Maak, ils donnent tout simplement des cours pédagogiques aux enfants hospitalisés. C'est sympa. C'est-à-dire, ils se déplacent carrément aux hôpitaux. Bon, actuellement, ils ont un petit peu ralenti à cause de l'augmentation des cas, mais ils vont très vite reprendre parce qu'ils ont une très belle collaboration avec l'hôpital en question, l'hôpital Bab El Oued. On a toujours connu très avenant depuis l'association Amine, très avenant de ce genre d'initiative. Donc voilà, donc ils y vont. Donc non seulement parce que vous savez, il y a des enfants qui restent hospitalisés parfois 1 an, 2 ans, donc ils sont coupés carrément du monde extérieur, et là pour par la suite, quand ils finissent leur hospitalisation, pour reprendre les études, c'est très difficile, ou encore pour les enfants qui sont en classe d'examen. Donc justement, ces jeunes-là, donc Rana Maak, ils les accompagnent, donc en leur faisant des cours, en leur faisant un petit peu de divertissement, mais surtout c'est de les accompagner pour justement pouvoir suivre leurs cours. Donc ils sont actuellement en plein recrutement des bénévoles. Donc si voilà, les bénévoles, que ce soit des étudiants, bref, toute personne qui peut accompagner un enfant, vous pouvez les contacter sur leur page Instagram, donc Rana Maak officiel. Vous pouvez trouver toutes leurs coordonnées, et mots qui le disent, ils disent: ne le faites pas pour vous, mais faites-le pour les générations à venir, parce que il y a énormément d'enfants qui sont hospitalisés et que eux aussi ils ont droit à l'accès à une bonne éducation. Donc ces jeunes-là sont là justement pour les accompagner. Donc bravo à eux pour un engagement citoyen à promouvoir. Effectivement, à promouvoir et surtout à généraliser une très belle action quand même qui se fait au niveau du CHU de Bab El Oued. Non, eux, c'est pour leur collaboration. Cette collaboration, ils ont fait avec le CHU de Bab El Oued, mais aussi c'est-à-dire plus ils auront de bénévoles, plus ils iront vers d'autres hôpitaux, et pourquoi pas donc, et ils sont assez intelligents parce qu'ils collaborent aussi avec d'autres associations.
Par exemple, pour faire de la mosaïque, ils ont collaboré avec Fardia, si je ne me trompe pas. Il y a aussi avec d'autres associations. Donc voilà, chacun ramène son expertise et voilà, ils font en sorte de faire passer un bon moment à ces enfants-là hospitalisés. Effectivement, même sur le plan psychologique, finalement, ça va agir sur les enfants parce que ça va un petit peu les faire sortir de cette bulle, on va dire, de cet environnement un petit peu anxiogène lié aux hôpitaux. Tout à fait, surtout qu'il y a les enfants, une fois qu'ils sont hospitalisés, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas les mêmes droits que d'autres, qu'ils n'ont pas eu la même enfance que d'autres. Donc non, pas du tout. C'est les mêmes enfants. Ils ont juste qui soient là dans cette période-là. Et puis il y a ces anges-là. J'aimerais dire carrément ces anges, parce que voilà, ils sont là avec eux tout le temps et à apporter un support psychologique. Et puis j'aimerais dire pour ceux qui veulent contribuer. Je vous promets qu'avec tous les malheurs qu'on peut avoir dans le monde, dans notre vie, mais une fois qu'on se retrouve justement avec ces enfants-là, on oublie tout. On oublie tout. Déjà, on se remet en question. Ça, c'est très, très important. Et puis, on oublie tout. Et puis, voilà. Et c'est des étudiants. Donc voilà, on reparle toujours à chaque fois. C'est l'expérience professionnelle tout en étant étudiant parce qu'il faut bien qu'ils aient toute une logistique pour faire ça. Donc, ils ont besoin, par exemple, de crayons, de stylos, des livres, toute une logistique pour pouvoir faire ces ateliers-là. Voilà, effectivement. Et donc, on leur souhaite bon courage et surtout un appel. À contribution justement. Et on les encourage aussi à s'organiser autant qu'association parce que voilà, ils ont quand même besoin d'un cadre qui puisse les accompagner à collaborer avec toutes les institutions. Et à encadrer surtout l'activité. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup Kenza pour cette actualité associative. On se retrouve vendredi prochain pour d'autres actualités. Merci beaucoup Kenza. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de vous avoir accompagné cette matinée. Je vous retrouve avec un énorme plaisir dès demain à partir de 9h. Je vous souhaite à tous une très agréable journée. Au revoir. جاني بشار بالخفيع ويحكي لي ما صار وقال لي يا اسمع لي وهاك الدين الاخبار فيه قرن تلاقى